touchés. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à me faire des retours pour me dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc effectivement, le but, ça a été de présenter un historique du Covid. Je vais essayer de commencer à projeter tout de suite ce diaporama que j'ai préparé. Est-ce que c'est bien le diaporama qui est visible? Voilà, si vous pouvez me confirmer ça. Oui, il n'y a pas de souci, on te voit bien, on t'entend bien. Et donc, s'il y a des questions, vous interrompez pas Benjamin. Par contre, vous pouvez les poser sur l'intermédiaire du chat. Voilà. Et puis, on essayera de faire une petite session questions-réponses à la fin de cette présentation. Je vais essayer de respecter le temps imparti. Donc moi, Dominique m'a déjà présenté Benjamin Nemoz, mais donc je suis assistant au laboratoire de virologie du CHU de Grenoble et on a eu pas mal à faire à ce coronavirus puisque notamment on a été parmi les premiers en France à s'y frotter et on a collaboré avec pas mal d'équipes et notamment l'équipe de Dominique Masson pour ce diagnostic et du coup c'était l'occasion de revenir sur cet historique, sur ce qui s'est passé au cours de cette dernière année. Je vais essayer de vous parler très brièvement de coronavirus avant la Covid-19. Alors je m'excuse, je vais parfois dire le Covid-19, j'ai commencé comme ça, j'ai un peu du mal à m'y faire. On va parler de l'émergence du SARS-CoV-2. Je vais essayer de vous donner des données, ce que j'entends local, donc franco-française. J'ai essayé d'élargir pour ne pas avoir que Grenoble, mais d'avoir vraiment toute la France. On verra l'épidémiologie récente. Et puis, on va finir sur deux aspects intéressants à mon sens. La plasmathérapie, parce que c'est un petit peu ce qui a été fait récemment, dernièrement, et que ça s'approche un petit peu de votre cœur de métier, donc je pense que c'est important. Et le problème que posent les variants. Je vais volontairement ne rien dire sur les vaccins parce que le mois prochain, il me semble qu'au menu, vous avez quelqu'un qui vient vous parler spécifiquement de vaccin Covid. Donc, c'est pas la peine que je déborde là-dessus. Alors, les coronavirus, d'où est-ce qu'ils viennent? À l'origine, les coronavirus, c'est des maladies, c'est des virus qui sont des zoonoses, qui donnent des zoonoses. C'est des virus qui sont décrits pour la première fois dans les années 30 et qui sont décrits pour les volailles chez les poulets. Et donc, on parle d'une bronchite infectieuse. Donc ça, c'est la publication originale qui décrit les premiers coronavirus en 1932, paru dans le journal Science. À cette époque-là, ils ne sont pas encore appelés coronavirus. C'est finalement beaucoup plus tard, et notamment avec l'arrivée de la microscopie électronique. Ici, on a un article de 67 dans une revue générale de virologie où Almeida et Tyrell font les premières images de coronavirus. Donc aujourd'hui, on sait très bien à quoi ça ressemble. Les médias nous ont inondés des images de coronavirus, mais voilà les premières images donc obtenues fin 66, début 67. Le terme coronavirus, il n'apparaît que dans la littérature qu'un an plus tard, en 68. C'est une publication du journal Nature et qui décrit cette couronne observée en microscopie électronique comme rappelant celle de la couronne solaire et qui porte le nom de corona. Et les coronavirus sont ainsi baptisés. Donc, dans les années 60-70, les coronavirus qui sont identifiés sont des coronavirus humains. L'image qu'on avait vue précédemment sont des coronavirus humains qui sont appelés 229E et OC43. Ils ont des petits noms bien sympathiques à retenir. Ces coronavirus sont responsables de symptomatologie très, très légère, très, très modérée, ce que les Anglais appellent le common cold, donc ce qui peut aller chez nous de la simple rhinite ou à la bronchite non grave. Finalement, il ne se passe pas grand-chose dans l'univers des coronavirus pendant une quarantaine d'années. Et c'est vraiment au XXIe siècle que les coronavirus vont prendre une place importante sur la pathologie humaine et sur l'épidémiologie mondiale, avec, on va le voir, 3 émergences de virus à potentiel pandémique et la caractérisation de 2 autres virus
dit coronavirus humain endémique. La première alerte, donc, pour ceux qui s'en souviennent, moi je n'ai pas connu ça, j'étais trop jeune, mais la première alerte est en février 2003. On a un premier cas de pneumopathie identifié à Hong Kong qui ne répond pas aux critères de pneumonie, des pneumonies bactériennes, etc., de ce qu'on connaissait déjà. Très rapidement, enfin pas aussi rapidement qu'actuellement, mais l'agent causal est identifié. Il s'agit d'un coronavirus non humain et qu'on appelle le SARS ou le SRAS pour le coronavirus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère. Alors, le réservoir de ce virus qui est mis en évidence, c'est la chauve-souris. Et pour passer de la chauve-souris à l'homme, très rapidement, on identifie un hôte intermédiaire qui sera de la famille des Muscelidés, la civette, pour être très précis. Et c'est cet hôte intermédiaire qui a permis l'adaptation du virus depuis son réservoir, la chauve-souris, jusqu'à l'homme. Alors l'épidémie, elle s'est finalement assez vite éteinte en 2003, et en mai-juin 2003, on a clôturé ce premier volet épidémique, cette première amorce de ce qu'on vit aujourd'hui. La deuxième amorce, la deuxième annonce, c'était le cas d'un deuxième coronavirus qui s'appelle le MERS coronavirus, ou le coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Donc vous avez là la publication en 2012, donc on est 10 ans plus tard, publiée dans le New England Journal of Medicine du premier cas. Il s'agissait d'un homme d'un certain âge, je crois qu'il avait 72 ans, qui présente cette pneumopathie, et la caractéristique un petit peu particulière, c'est que cette pneumopathie survient non pas en Asie du Sud-Est, mais dans la péninsule arabique. Pourquoi dans la péninsule arabique? Eh bien, on a la réponse assez rapidement derrière. Si le réservoir est là aussi du coronavirus, et là aussi la chauve-souris, l'hôte intermédiaire, cette fois-ci, qui permet l'adaptation à l'homme, est tout à fait différent. Il ne s'agit pas d'un muscélidé ou d'un animal de cette famille, mais bien du dromadaire. Et on a une réplication virale de ce coronavirus au sein des glandes salivaires, en tout cas de l'oropharynx du dromadaire, et une contamination par la salive de l'homme. Alors, cette épidémie, elle est encore en cours. On a encore régulièrement des cas alors là, la frise s'arrête en 2019, mais il y a eu des cas en 2020. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas eu de cas en 2021. En tout cas, on a quelques cas principalement localisés dans les pays de la péninsule arabique, et avec certains cas, une transmission à l'étranger et des petits clusters qui sont rapidement circonscrits. 203, la troisième alerte, celle que nous connaissons, elle arrive comme ça. Elle arrive par une pneumopathie inexpliquée. On a un système d'alerte qui s'appelle PROMED, qui est un système de messagerie sur lesquels sont relayées toutes les alertes potentiellement virales, mais aussi bactériennes, parasitaires, dans le monde entier. Il faut savoir qu'on reçoit plusieurs dizaines de mails de PROMED par jour. Et ce mail du 30 décembre 2019 arrive avec ce titre-là, une pneumonie non diagnostiquée en Chine, dans la région de Hubei. Et le contenu du message nous donne déjà pas mal d'informations. Donc là, on est vraiment au tout début, 30 décembre 2019. La majorité de la planète n'a encore jamais entendu parler de ce qui va nous occuper pendant toute cette année. Une pneumopathie inexpliquée qui fait référence à 4 cas au départ. Et on a déjà une clinique qui est assez typique et qui finalement, on va être ce qu'on va retrouver par la suite. On a une fièvre, évidemment. On a une imagerie caractéristique avec ces plages de verre dépoli bilatérales, hein, qui atteignent, qui sont caractéristiques au niveau pulmonaire sur les scanners qu'on peut obtenir de ces patients. Ce syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et on a un certain nombre de choses
qui nous guide. Donc, on sait que cette pneumopathie, elle ne répond pas d'emblée aux antibiotiques, donc on est plus sur un versant viral, et c'est là-dessus qu'on va creuser. Et on a cette lymphopénie initiale qui, par la suite, va être retrouvée, confirmée, et qui va expliquer pas mal de choses. Alors, on a donc une pneumopathie, plusieurs cas. On a le fait que ce soit a priori un virus. On n'a pas de réponse antibiotique, donc pas une bactérie. On a un syndrome de détresse respiratoire aiguë. La région avait connu 20 ans auparavant le SARS-CoV-1. Donc, ils sont un peu coutumiers du fait et la réponse est plutôt bonne avec une mise en place de contact tracing et un suivi des cas, une isolation des patients. Donc ça, c'était une réponse qui était adaptée. Malheureusement, on n'a peut-être pas eu les informations assez rapidement en Occident. Alors, ce qui était intéressant, c'est que dans ce premier rapport, ils nous disent que les patients ont tous un lien épidémiologique avec ce marché aux animaux, le marché de Wuhan. On verra par la suite qu'assez rapidement, c'est quelque chose qui a été questionné. Là, l'idée, c'est de savoir si oui ou non la transmission du virus interhumaine est possible. Si tous les patients sont issus de ce marché, on est a priori sur une véritable zoonose où tous les patients, finalement, se contaminent auprès d'animaux. En fait, il n'en est rien, et au vu de la dynamique et de l'explosion du nombre de cas, on sait très rapidement que la transmission interhumaine est possible et qu'il va falloir se méfier de ce virus. Donc là, vous avez la comparaison des deux SARS, donc du SARS-CoV-1 en bleu et du SARS-CoV-2 en rouge, remis sur la même timeline. L'explosion du nombre de cas n'est pas du tout la même, et ça, c'était que pour le début de l'épidémie. Rapidement, on a vu ces images apparaître sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc. Ces halls de gare entiers où on a aligné les patients en réanimation qui étaient intubés, ventilés. Quand on voit ça, on peut se demander vraiment pourquoi on n'a pas réagi aussi vite. Pourquoi, quand on voit ça qui nous vient de Chine, on n'a pas réagi à se dire « Oula, ça va être la catastrophe et il va falloir vraiment se préparer ». Alors, il y a plein d'hypothèses qui ont été formulées. Peut-être qu'on n'avait pas eu toutes les informations, mais on avait quand même pas mal de données. Une des premières choses à faire pour pouvoir prendre en charge ces patients, c'est d'abord de les reconnaître. Il a été question de tester, comment tester pour rechercher ce nouveau coronavirus qui à l'époque s'appelait le 2019 nCoV, avant d'être baptisé par l'OMS et par le Comité international de taxonomie des virus. Donc, la séquence génomique complète du virus, elle a été publiée par les Chinois le 11 janvier 2020 et à peine une semaine plus tard, le 17 janvier, on avait cette publication qui émanait de l'équipe de Christian Drosten en Allemagne, qui est le responsable du laboratoire de virologie de l'hôpital de la Charité à Berlin, qui est une très très grosse équipe de virologie, très très performante, et qui met au point le premier test diagnostique pour ce nouveau coronavirus. Vous avez ici la représentation du génome du coronavirus et avec les cibles qu'ils ont déterminées pour ce qu'on a appelé le protocole allemand ou le protocole de la Charité. De l'autre côté de la frontière, côté français, c'est l'Institut Pasteur qui se charge de développer le test pour la France pour le diagnostic du coronavirus. Et vous retrouvez ici les cibles utilisées par l'Institut Pasteur, donc on a appelé IP2, IP4, ça c'est notre tambouille interne. Mais vous voyez, ça va être intéressant, ces cibles sont placées sur le début du génome du coronavirus, ce qu'on appelle l'ORF1A, ou autrement appelé RDRP, qui est l'enzyme de la polymérase du virus. On n'a bien évidemment pas de cibles de sondes qui sont placées sur le gène du spike, du spicule, qui est hautement variable, en tout cas hautement variable, les propos sont peut-être exagérés, qui est un petit peu plus variable et qui va poser problème
pour la détection des variants, comme on le verra plus tard. Donc ça, dès la fin janvier, début février, en France, on est équipé pour faire le diagnostic de ce nouveau coronavirus. Et on va le voir, ça tombe assez bien. La publication de la séquence par l'équipe menée par Zhu, donc dans un article de Nature, donc par une équipe chinoise en janvier, nous apporte déjà quelques éléments de réponse sur l'origine de ce coronavirus. Donc ce coronavirus qui est ici en rouge sur l'arbre phylogénétique, il appartient à cette famille des bêta-coronaviridae, et il clusterise, donc il se rapproche sur la phylogénétique des coronavirus qui sont connus chez la chauve-souris. Et donc, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Le réservoir initial de ce coronavirus est également une chauve-souris, ce qui va bien historiquement avec les deux premières émergences de SARS-CoV-1 et de MERS-CoV. Et il y a un coronavirus retrouvé chez la chauve-souris, qui est celui ici en rouge également, RATG13, dont la séquence apparaît ici en bleu, qui est vraiment très très similaire de la séquence retrouvée chez l'homme, avec quelques différences dans la région ici du spike, du spicule, qui font penser qu'on a, si ce n'est l'ancêtre direct, au moins un des ancêtres très très proches du coronavirus chez l'homme. Alors, reste à trouver l'hôte intermédiaire. Comment est passé le virus de la chauve-souris à l'homme? On a proposé, vous en avez entendu parler évidemment, le pangolin, le serpent et tout un tas d'autres scénarios pour expliquer ça. Aujourd'hui, si rien n'est arrêté, on sait que le pangolin et le serpent ont été écartés. Il n'est pas impossible, il n'est pas exclu que ce virus RATG13 étant tellement proche de l'homme, de celui retrouvé chez l'homme, qu'il ait été passé directement de la chauve-souris à l'homme sans autre intermédiaire. Donc ça, on attend encore un petit peu des réponses. Il y a des études qui sont encore en cours en Chine, et notamment l'OMS, vous savez, a envoyé une équipe en Chine pour essayer d'enquêter sur l'origine du virus. Un certain nombre de travaux ont été mis en route à la suite de leur visite, et on attendra avec impatience leurs conclusions. Alors, on a parlé de transmission interhumaine. La transmission interhumaine, elle était rapidement supputée et elle a été démontrée dans ce papier du Lancet qui est publié le 24 janvier, donc on est vraiment très tôt dans l'épidémie, où un certain nombre de cas, ici en bleu, et vous voyez qu'ils remontent déjà, on a des cas qui datent du début décembre 2019, un certain nombre de cas n'ont aucun lien avec ce marché aux animaux, et donc ont dû subir une transmission interhumaine du virus pour être exposés. Finalement, le marché ferme, mais compte tenu de cette transmission interhumaine, c'est à ce moment-là, entre guillemets, sans intérêt. Autre chose qui est intéressant dans cette publication, c'est qu'on a déjà, fin janvier, on a déjà cette cinétique, ce déroulé de l'infection qui est assez clairement établi. C'est déjà des cohortes chinoises où il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de patients. On définit comme le début des symptômes ce qu'on appelle le J0, l'arrivée des premiers symptômes. Globalement, on se rend compte que les gens tardent en moyenne une semaine à se présenter à l'hôpital en service d'urgence, etc., juste avant leur dégradation et le syndrome de détresse respiratoire aiguë qui intervient pratiquement au bout de 10 jours après ce début des symptômes. Ceux qui doivent être admis en réanimation ou en service en unité de soins intensifs le sont au bout du 10 à 12 jours et ils peuvent y rester derrière plusieurs semaines. Alors, si on parle de transmission interhumaine, il faut savoir à quel point est transmissible ce virus. Donc, cette infographie, vous l'avez peut-être déjà vue, elle est parue dans la presse, dans le New York Times. Il y en a eu d'autres dans pas mal d'autres journaux. On compare les différents agents infectieux en termes de mortalité d'un côté, de potentiel de létalité, et de l'autre côté de R0, ce qu'on a appelé le R0, ou de la possibilité qu'a un agent infectieux de se transmettre facilement.
L'agent infectieux qui se transmet le plus facilement, c'est l'agent infectieux le virus responsable de la rougeole, qui est capable pour une personne infectée d'en infecter entre 15 à 20 supplémentaires. Donc là, en termes de mortalité, on compare le MERS, qui est relativement mortel avec 30% de décès, le SARS-CoV-1, où on est plus sur 10% de décès, et les premières estimations de ce nouveau coronavirus sont plutôt bonnes. Hein, on est autour de 3% de mortalité, avec ce qu'on a appelé un R0, donc entre 1,5 et 3,5. Donc ça, c'est des données qu'on a très tôt. Hein, ça, c'est paru publiquement, là, ça date du 18 février. Donc on avait déjà une bonne image de ce à quoi on avait affaire. Ça tombe bien parce qu'à ce moment-là arrivent les premiers cas français. Et donc, les premiers cas français, donc vous vous souvenez peut-être, c'est un cluster de 5 personnes, 5 vacanciers britanniques qui sont à la station de ski Les Contamines Montjoie, qui sont symptomatiques le 7 février et diagnostiqués positifs le 8 février dernier, donc il y a, enfin dernier 2020, donc il y a un petit peu plus d'un an maintenant, on vient de fêter cet anniversaire-là. Et vous avez ici la publication qui s'en est suivie, premier cluster dans les Alpes françaises. La publication est sortie un petit peu plus tard. Il faut dire qu'on avait d'autres choses à faire à ce moment-là. De l'autre côté des Alpes, c'est les Italiens qui commencent à paniquer. Les Italiens, ils commencent à paniquer parce qu'ils ont beaucoup plus de cas, beaucoup plus rapidement. Les premiers cas positifs, c'est des touristes chinois qui rentrent à Rome le 31 janvier et on a les premiers décès en nombre important, bien caractérisés, à partir de fin février. Le problème de l'Italie a été notamment de bloquer les vols directs de Wuhan à Rome. Et ça a eu pour effet que les gens qui rentraient de Wuhan prenaient des voies détournées, arrivaient en transit par Londres, par Paris, par Francfort. Et l'épidémie a pu grandir sous les radars, en passant sous le nez des autorités sanitaires en Italie, ce qui a impliqué la fermeture, la mise en quarantaine assez rapidement le 22 février d'une partie de l'Italie, puis rapidement étendue à toute la péninsule. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait chez nous et qu'est-ce qu'on fait en fait dans tous les pays occidentaux? On a bien compris qu'il y avait une transmission interhumaine, mais on n'a pas pris en compte le potentiel de transmission rapide, notamment par des formes asymptomatiques ou paucisymptomatiques et des gens qu'on veut. Donc ça, c'est la définition de cas de Santé publique France à l'époque, en février. Et il fallait, pour être considéré comme un cas possible, certes avoir une infection respiratoire avec de la fièvre, mais il fallait surtout avoir voyagé dans une zone d'exposition à risque qui était listée. Et au début, pratiquement tout février, on avait uniquement Wuhan et la région de Hubei comme zone à risque, alors qu'en fait, il y avait déjà des cas partout et qu'il y a eu des chaînes de transmission via d'autres pays, via d'autres arrivées géographiques. Les États-Unis ne font pas mieux, ça c'est les recommandations du CDC américain en même temps, et on a comme critère nécessaire à avoir un historique de voyage dans cette région de Hubei en Chine dans les 14 jours précédents. Donc ça a été probablement une erreur de mettre ces critères. Enfin, à un moment, on ne peut pas tester tout le monde, surtout que les capacités de test étaient un peu limitées, et on ne savait pas quelles étaient les performances exactes de la PCR que l'on connaît aujourd'hui. Alors, les performances, elles dépendent de où est-ce qu'on va chercher du virus et quand. Ça, c'est des données qui ont été publiées en mars, donc encore une fois assez rapidement dans l'épidémie. Globalement, ce qui est le plus sensible comme prélèvement respiratoire, c'est de prendre des prélèvements sous-glottiques. Donc assez rapidement, on savait que des prélèvements sous-glottiques comme des expectorations, des crachats ou encore des LBA étaient les meilleurs marqueurs les meilleurs prélèvements pour aller trouver du virus.
On ne peut pas faire un LBA effectivement à tout le monde en ambulatoire hein, pour un patient qui se présente aux urgences avec une fièvre. Donc, il a fallu trouver d'autres sites et le prélèvement nasopharyngé a été un bon compromis parce qu'à la fois disponible, relativement facile à faire. Les équipes, en tout cas hospitalières, étaient déjà formées à ça puisque c'est le prélèvement qu'on utilise pour d'autres viroses respiratoires, notamment la grippe. Et certes, c'est pas forcément agréable pour le patient, mais ça reste quelque chose de très sensible comme prélèvement. Dans le sang et dans les urines, on a retrouvé un petit peu de virus. Alors les urines, ça a été longtemps débattu, surtout dans le sang, on en a un petit peu, mais l'intérêt était vraiment négligeable. Quand est-ce qu'il faut tester? Il faut tester le plus vite possible. Assez rapidement, on se rend compte de la cinétique de l'infection par le coronavirus et on a la meilleure sensibilité, les concentrations virales les plus élevées dans les échantillons les plus frais, en tout cas ceux prélevés le plus tôt sur l'infection. Ça, c'est une revue qui a été publiée en septembre, mais les données globalement étaient disponibles dès mars-avril. On a cette cinétique dont je vous parle, de charge virale, avec des gens qui sont très contagieux, en tout cas qui ont une charge virale très élevée juste après les symptômes, dans les 5 premiers jours après les symptômes et plutôt plus proche du J0, mais des gens qui sont aussi positifs et qui excrètent cette charge virale en amont de l'apparition des symptômes. C'est là où on sait d'ores et déjà, dès février-mars, que les gens vont être contagieux avant même d'avoir des symptômes. Et c'est ça qui va rendre difficile le suivi de cette infection. Avec derrière quelque chose qui est moins grave, cette persistance parfois d'un petit peu de virémie, d'un petit peu de virus. Alors pas de virémie parce qu'on est dans le nez, mais de réplication virale au sein du nasopharynx qui peut être prolongée. Et on a des patients qui ont eu des réplications virales très longtemps, voire une centaine de jours, qui restent positifs. Pour la transmission, c'était pas si grave parce que probablement que ces patients ne sont plus contagieux. Quand on essaye de cultiver du virus à partir des prélèvements réalisés chez ces patients, on sait que plus du virus n'est cultivable et donc on n'a plus un virus entre guillemets vivant à partir du 10e jour au-delà du début des symptômes. Alors, en termes de cinétique, on avait bien sûr la PCR, la charge virale nasale, et puis on avait la sérologie. Donc, la sérologie, les tests sérologiques sont apparus un petit peu après. Les tests sérologiques, c'est plus avril-mai, en tout cas en France. Et on a assez rapidement peu d'intérêt pour ces tests sérologiques, en tout cas peu de bénéfices individuels, puisque, comme dans beaucoup de viroses respiratoires, les IgG et les IgM apparaissent de manière concomitante une fois l'infection, entre guillemets, terminée. Et donc là, on a un début sur ce graphique d'apparition des IgG et des IgM plutôt au cours de la 2e semaine. On ne peut pas se permettre, pour faire un diagnostic dans le cadre de cette épidémie, d'attendre 2 semaines pour donner un résultat au patient qui, entre-temps, aura pu contaminer un grand nombre de personnes. Donc ça, la sérologie, on en a beaucoup parlé à un moment, et puis le soufflet est un peu retombé. C'est vrai que c'était moins important pour le diagnostic et pour l'épidémie. Le message, il était simple à cette époque-là, ça c'est le message de l'OMS en mars, c'est il faut tester, et donc tester avec des PCR. Le problème, c'est que quand on teste énormément, et donc au début c'était les CHU, puis les CH, puis les laboratoires privés qui s'y sont mis, on embolise un petit peu toute la chaîne, et ça c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on a vu très bien sur la deuxième vague. Donc là on est en novembre 2020, où on a augmenté de façon colossale le taux de dépistage, on a multiplié par 2
le taux de dépistage à un instant donné parce qu'on avait peur de cette deuxième vague. Et on a embolisé les capacités des laboratoires avec un ralentissement du rendu des résultats. Et on a des laboratoires qui ne rendaient le résultat à plus de 3 jours du prélèvement, ce qui est, vous l'imaginez bien, totalement incompatible avec la gestion d'une épidémie. Donc ça a été un vrai problème et là-dessus, la réponse du gouvernement a été très très bonne. En France, on a modifié la tarification du remboursement de la PCR au laboratoire, de combien les laboratoires sont payés pour réaliser ces PCR, en fonction du délai de rendu du résultat. Et donc aujourd'hui, on est remboursé correctement d'une PCR qui est effectuée que si le résultat est disponible, et notamment disponible, certes pour le patient, mais aussi pour la plateforme nationale de suivi de l'épidémie via Santé publique France, en moins de 12 heures. Donc aujourd'hui, on a vraiment amélioré ce rendu du résultat. Alors, pour que les tests soient rapides, il faut certes que le test en lui-même soit rapide, il faut aussi que le patient se présente rapidement pour se faire prélever. Et ça, les Français ont été très bons parce qu'on a eu une nette amélioration du délai entre lequel le patient avait des symptômes et le patient se présente dans un laboratoire pour se faire prélever. Si au début, on avait une dizaine de jours, les patients attendaient vraiment le dernier moment pour aller aux urgences. Finalement, ils avaient des symptômes et ils se faisaient tester. Aujourd'hui, on a un délai qui est inférieur à 3 jours entre soit les premiers symptômes, soit les premières suspicions de dire « Ah, j'ai été en contact avec quelqu'un, je vais me faire tester ». Et donc ça, c'est remarquable. Une fois qu'on a testé, il faut bien évidemment traiter. Donc, je ne vais pas vous refaire tout le chapitre sur le traitement. Deux petites infos. On a beaucoup discuté de la chloroquine, surtout en France, l'hydroxychloroquine. Je ne viens pas remettre de l'huile sur le feu sur ce débat qui a été phénoménal. Simplement, d'où est-ce que ça vient ? Ça vient probablement de choses très anciennes. Vous avez là, par exemple, une publication dans le Lancet qui date de 2003 et qui explique que la chloroquine est un bon antiviral parce que ça permet d'inhiber des étapes clés du cycle de réplication du virus au sein de la cellule et notamment son ouverture, son passage de ces vésicules d'endocytose au cytoplasme. Et la chloroquine aurait un effet pour neutraliser cette formation des vésicules des lysosomes et de changement de pH intralysosomal qui permet le changement de conformation du SARS-CoV-2 et l'arrivée le déversement des ARN viraux dans le cytoplasme. Alors ça, c'est très beau, c'est la théorie, c'est le in vitro. Aujourd'hui, on sait que in vivo, ça marche pas. Ça marche pas probablement parce que ça arrive beaucoup trop tard dans l'infection et compte tenu notamment des effets secondaires de la chloroquine, il n'est pas intéressant de garder cette molécule. Alors, il y a eu d'autres molécules. On a parlé du remdesivir, notamment. Ça, c'est la publication du Lancet qui date un peu maintenant d'avril dernier, où le remdesivir, finalement, ça marche pas vraiment. Vous voyez les courbes de survie sur une amélioration clinique, un score d'amélioration clinique. On n'a pas d'amélioration par rapport au groupe contrôle du remdesivir. Et là, on peut vraiment se demander, à la lumière de ces données qui sont quand même très, très précoces dans l'épidémie, se demander pourquoi l'Union européenne, par exemple, a acheté des centaines de milliers de doses de remdesivir, etc., etc. Quelque chose qui marche, par contre, ça a été la dexaméthasone, les corticoïdes. Et vous avez là la publication originale dans le New England, pardon. Les corticoïdes, ça marche. Alors, ça marche, oui, mais pas chez tout le monde. Donc là, c'est une étude où il y a 6000 participants, donc une grosse étude menée par les Anglais. Chez tous les participants, on a une séparation minime des courbes de survie. Là, on est vraiment sur des courbes de survie avec comme outcome le décès. Mais ça marche surtout chez les patients graves. Les patients graves, ils étaient notifiés ici comme le groupe des patients ayant nécessité recours à la ventilation mécanique.
Et là, on a une vraie séparation des courbes de survie avec un vrai bénéfice à mettre de la dexaméthasone. Chez les patients qui vont bien et qui n'ont pas besoin d'oxygène, c'est inutile, voire même délétère. Donc là encore, vraiment bien cibler les patients. On a parlé d'autres molécules, puisque les corticoïdes marchent, c'est qu'il y avait une inflammation. On a parlé d'orage cytokinique. Et comment arrêter cet orage cytokinique? On a essayé le tocilizumab, qui est un anti-IL-6, pour voir si on était capable de casser cette inflammation. Ça marche très mal, le tocilizumab, globalement. Ça, c'est les courbes de survie qui sont publiées, alors tardivement, mais c'est données préliminaires. On avait des données préliminaires plus tôt. Globalement, on n'a pas ou très très peu d'amélioration via le tocilizumab. Un autre traitement dont on a parlé, c'est les anticorps monoclonaux, et vous avez entendu parler évidemment du cocktail de Regeneron, cette start-up américaine qui a notamment aidé à traiter le président Donald Trump. Donc dans cette étude, là encore un New England, 275 patients, vous voyez que le bénéfice d'avoir des anticorps de chez Regeneron, qui sont deux, hein, c'est un cocktail d'anticorps, est tout à fait modeste comparé au placebo, et surtout, c'est des données de charge virale, et on sait maintenant, alors je ne vous l'ai pas représenté ici, que la charge virale est décorrélée de la symptomatologie avec des patients qui sont cliniquement très atteints, très sévères, alors que la charge virale peut être très faible, voire déjà absente. Une fois qu'on s'est testé, qu'on sait que niveau traitement, c'est pas encore ça, comment s'est déroulée cette épidémie? Donc, vous avez là la première vague qu'on a connue en France, c'est les données de Santé publique France sur le nombre de cas, et avec le confinement et le déconfinement. Donc, vous voyez qu'on a eu une épidémie qui est principalement démarrée en mars, contrairement aux Italiens hein, qui ont démarré beaucoup plus tôt, hein, pratiquement un mois avant. Avec un pic tout à fait à la fin mars, et finalement un confinement qui marche très bien. On met toujours 2 semaines le temps de l'incubation, le temps du recours au système de soins, aux urgences, aux lits d'hospitalisation. On a 2 semaines entre chaque intervention non pharmacologique et la mesure dans les chiffres réels. Donc là, on confine, 2 semaines plus tard, on est au maximum et on voit apparaître cette décroissance qui a très très bien marché. Le premier confinement français a été très strict, mais très bien respecté. Et on est redescendu à des niveaux de contamination très faibles qui ont permis de passer l'été tranquillement, entre guillemets. Le bilan de cette première vague, il a été fait par une mission gouvernementale qui est la mission Pitet, qui a émis ce rapport en octobre. Et on peut faire le bilan de comment on s'en sort par rapport aux autres pays. Vous avez là le nombre de jours consécutifs où on a plus d'un mort par million d'habitants sur un territoire donné. Donc en France, on a passé 68 jours consécutifs. Comparativement à nos voisins les plus proches, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, par exemple, on peut se dire qu'on a fait quand même vraiment mieux qu'eux. Alors, on a fait moins bien que l'Allemagne, certes, et il faut aussi se poser la question de, certes, à quel point ça a duré, mais quelle a été finalement la hauteur de la vague. Et ça, c'est donné par la couleur de cet histogramme. Et donc, plus la barre est sombre, plus la hauteur de la vague a été importante. On voit que c'est les Espagnols qui ont pris de plein fouet cette vague, avec une vague à la fois prolongée, 100 jours avec des morts tous les jours, et une hauteur de vague qui était colossale par rapport à ce qu'on peut connaître d'autres pays. Vous voyez que la France reste très sombre. On a connu un pic de mortalité peut-être court dans le temps, mais globalement très, très élevé. Donc, au laboratoire, comment ça se traduit? Ça se traduit par un nombre de PCR croissant à faire tous les jours. Donc, vous avez là le nombre de PCR qui sont faites en France, tous laboratoires confondus. Ce sont les barres grises. Et en violet, les barres violettes, ce sont les cas positifs. Donc, on a clairement une première vague où on a très peu de cas positifs finalement,
comme on testait très peu parce que les capacités diagnostiques étaient pas encore complètement déployées, balbutiantes, on avait un taux d'incidence colossal. La deuxième vague, elle est là, et c'est ici qu'il y a eu le plus de dégâts en France, hein, avec un taux d'incidence relativement élevé, alors que c'est probablement un des moments où on a le plus testé en France. Il n'y a que juste avant Noël où on a plus testé. Et ça, c'est quelque chose qui a été remarquablement bien fait par les Français, qui voulaient passer les fêtes tranquilles en famille et qui sont donc allés massivement se faire tester pour pouvoir aller fêter Noël sans mettre en danger le reste de la famille. Donc globalement, la pente, elle est montante et on continue aujourd'hui d'augmenter le nombre de tests qui sont effectués tous les jours dans les laboratoires. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que, vous l'avez vu, en l'absence de traitement efficace et en attendant de vacciner un maximum de la population, il n'y a qu'en testant et en isolant que ça marche vraiment. Si on zoome là sur la partie des barres qui étaient violettes, on a un zoom sur ce qui s'est vraiment passé. Vous voyez que la deuxième vague, comparativement à la première, n'a rien à voir. Alors, on ne voit pas, là on est sur la fin de la première, puisque c'est le déconfinement, on est déjà en mai, mais on était à des niveaux bien inférieurs, puisqu'on était autour de 30 000 nouveaux cas confirmés par semaine. Là, on a atteint des sommets qui, on l'espère, ne seront plus jamais atteints. Le confinement, ça marche très bien, on le revoit ici, mais le couvre-feu, ça marche bien aussi. Le couvre-feu, j'ai pas remis la date, mais c'était 2 semaines avant, donc on est entré en couvre-feu par ici en octobre, et finalement, on a, je vous l'ai dit, 2 semaines de latence entre les interventions non pharmacologiques et ce qu'on observe en vie réelle. Et donc 2 semaines plus tard, on était déjà en train d'entamer la descente. Donc ce deuxième confinement, il a peut-être été superflu. Et on le voit ici, depuis qu'on est en couvre-feu, on maintient un niveau certes élevé, mais relativement tolérable de contamination. Et on pourra, il faut l'espérer, pouvoir se passer d'un troisième confinement. Donc ça, c'est des données récentes, hein, c'est des données qui sont parues la semaine dernière. Ça, c'est des données encore plus récentes que j'ai essayé d'actualiser. Donc on a des disparités importantes en France. Voilà l'incidence récemment, donc ça c'est sur la semaine dernière, avec des disparités, vous allez me dire, qui reprennent finalement les densités géographiques. Pas tout à fait. On a par exemple ici Paris, Lyon, et puis en plein milieu de la Côte d'Or où la densité de population est plus faible, on a des niveaux très élevés, mine de rien, d'incidence de la pathologie. Alors comment on fait pour s'en prémunir? Le couvre-feu, c'est bien. Est-ce que les masques, ça marche? Les masques, ça marche très bien. Vous avez là une méta-analyse publiée dans le Lancet en juin dernier qui établit, donc il y a énormément de patients, il y a énormément d'études qui sont utilisées, qui établit 85% d'efficacité du masque. Donc là, on parle du masque chirurgical simple en coton. Ça marche très bien et il faut le porter, le plébisciter. La distanciation sociale, ça marche. Ça, c'est la même méta-analyse qui reprenait d'autres revues et qui conclut à une efficacité à 82% de la distanciation sociale à 1 mètre. Donc ça, c'est des données extrêmement robustes et c'était très intéressant d'avoir ça et restait à savoir si les Français appliquaient ça. Ça, c'est des données de Santé publique France concernant les Français où paru en décembre dernier, où les Français pouvaient donner leur comportement. Et on voit que le port du masque est passé de 15% en mars dernier à 85% actuellement. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. On est en novembre, là, c'est des données qui vont jusqu'en novembre. C'est une très bonne chose. On voit que les Français, finalement, on dit qu'ils sont réfractaires, etc. Mais finalement, tout le monde s'est un petit peu conformé à ça. Et c'est une très bonne chose parce que c'est ce qui marche. Alors,
On peut essayer de se prémunir de tout ça, mais on n'est pas tous égaux face à la pathologie. Vous avez là un article publié dans le New England Journal of Medicine en juin, qui est une étude d'association, une GWAS, une étude d'association de données génétiques, entre la pathologie, la survenue de la COVID-19 avec les groupes sanguins. Et donc, on a une diminution du risque pour les gens qui sont de groupe O et un surrisque pour les gens qui sont de groupe A. Il faut savoir que ça, c'est le risque d'être malade, de présenter une détresse respiratoire aiguë, que chez les patients graves, il n'y a pas de différence entre les groupes sanguins. Et il n'y a pas d'association statistiquement significative avec les loci du HLA. Donc, ça, c'est une association statistiquement significative. Il y a des explications qui ont été tentées. Aujourd'hui, on n'a pas forcément le fin mot de l'histoire, savoir si c'est vraiment le groupe ABO par lui-même, en tout cas les antigènes par eux-mêmes qui sont responsables de ça, ou s'il y a d'autres effets biologiques collatéraux qui sont pas visibles ici. Ça nous entraîne sur la plasmathérapie. Pour traiter les patients, on s'est assez rapidement dit qu'on pouvait leur donner des anticorps de patients convalescents qui avaient fait la pathologie et qui en avaient guéri. Les Chinois ont été les premiers à faire ça. Au début, dans les grandes cohortes, les données sont pas très bonnes, ça marche pas vraiment. Et puis, on a des plus petites cohortes, notamment cette publication dans Blood en novembre, une publication, je crois que c'est des Italiens, je sais plus exactement d'où est-ce qu'ils viennent, des patients qui reçoivent un traitement par plasma convalescent, et ça marche très très bien avec des patients qui très rapidement s'améliorent et le syndrome inflammatoire qui disparaît. Qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique particulière, ces patients? C'est d'être immunodéprimés sur le versant des cellules B, d'être lymphopéniques pour des cellules B, puisqu'ils ont eu des anti-CD20, et notamment du rituximab. Et ça, on le sait depuis, dans la plasmathérapie, c'est les patients qui répondent très bien. En fait, ça marche très mal chez la population générale. Ça marche uniquement chez les patients qui ont un historique de pathologie hématologique sur le versant lymphoïde et qui ont reçu par le passé ou qui ont eu au moins l'indication d'avoir un anti-CD20, principalement du rituximab. Ça, on sait que ça marche très bien. Et on continue de faire aujourd'hui de la plasmathérapie pour ces patients qui ont vraiment des améliorations cliniques spectaculaires avec une sortie parfois de réanimation, une extubation sortie de réanimation en moins de 48 heures. C'est vraiment impressionnant. Alors, c'est important parce que ça pose la question de l'infection chez les personnes qui sont immunodéprimées. On a là une publication très, très rapidement dans le Lancet HIV sur des patients qui ont le VIH comme comorbidité, et on sait qu'avoir le VIH et le coronavirus, ça ne fait pas bon ménage, le taux de létalité est bien supérieur. Mais chez ces patients qui finalement sont immunosupprimés, qui finalement sont immunodéficients, comment expliquer cette surmortalité et cette pathogénèse? On l'explique aujourd'hui par la variabilité du virus, et ça nous entraîne sur les variants. Donc vous avez ici le génome complet du SARS-CoV-2 avec son niveau de variabilité par base du génome, par acide aminé en fait. Et on voit qu'il y a des zones qui sont plus sujettes à mutation que d'autres. Il y a eu cette publication, ça c'est extrait d'un New England en décembre, qui est très bien, qui montre que chez quelqu'un chez qui l'infection, un immunodéprimé, un patient immunodéprimé, chez qui l'infection avait traîné pendant longtemps, donc là on parle de jour 75, jour 152, donc vous imaginez plusieurs mois de positivité au Covid, le fait qu'il y ait cette absence de sélection, de pression de sélection par le système immunitaire fait qu'on obtient une variabilité virale colossale avec des mutations, notamment dans la région du spike, cette spicule qui est à la surface du virus. Alors, on a parlé d'une première mutation qui était la D614G. Ça a été publié dans Cell en août dernier. Elle est ici, elle est représentée par cette barre-là.
Et en fait, la mutation des 614G, on s'est rendu compte qu'elle donnait un avantage sélectif notable, et du coup, elle a pris le dessus sur la forme mutée, a pris le dessus sur la forme non mutée. Et ça, au niveau global, au niveau mondial. Alors, comment ça s'explique? La protéine spike est un trimère à la surface du virus et dispose d'une zone qui s'appelle le RBD, le Receptor Binding Domain, qui s'accroche au récepteur ACE2. Et la mutation D614G permettait de favoriser une conformation ouverte, donc où le RBD est déplié et du coup est tout à fait disponible pour aller s'attacher à ACE2. Donc on a une meilleure transmission de l'infection par un meilleur attachement du virus, donc une meilleure infection. Donc ce variant, il a largement supplanté le variant original, la souche de Wuhan original, wild type. Et aujourd'hui, il n'y a entre guillemets que ça. Enfin, c'était sans compter avec les Anglais. Les Anglais qui nous alertent en décembre, mi-décembre, sur l'émergence d'un nouveau variant chez eux avec une nouvelle mutation, la mutation N501Y. Ça, c'était un communiqué de presse. Et les Anglais, ils nous ont fait très peur et ils continuent de nous faire peur à cause de ça. Les Anglais, ils montrent la transmission de ce variant anglais, donc qui s'appelle B1117, ou VOC, Variant of Concern, ou encore N501YV1, puisque ça a été le premier décrit avec cette mutation. Les Anglais, ils sont en plein confinement, comme nous, en octobre-novembre, et malgré le confinement, semaine après semaine, ce variant dissémine sur tout leur territoire, jusqu'à supplanter en fait complètement les autres variants. Ça permet de mesurer une infectiosité, donc ce fameux R0, qui pris à un instant T devient le RT, qui est supérieur au R0 du virus wild type de 40 à 70% plus important. Les Anglais, ils nous font également très très peur à cause de ça. Ça, c'est des données qui sont préliminaires au moment où elles sortent, fin décembre, début janvier, et qui depuis ont été revues un petit peu à la baisse. En tout cas, il y a un biais méthodologique dans cette étude, mais ils nous ont fait très peur parce que leur variant qu'ils identifiaient ici, alors S-, c'est une histoire de PCR, touchait ou semblait être plus distribué dans les classes d'âge les plus jeunes. Ainsi, les moins de 20 ans avaient une plus forte prévalence et une plus forte incidence du variant anglais. Et ça a fait peur à tout le monde en se disant, mince, si en plus de toucher les personnes les plus âgées, comme juste à présent, on vient impacter les couches les plus jeunes de la population avec un variant qui est plus transmissible, ça va être vraiment la catastrophe. Depuis, ces données, elles ont été un petit peu infirmées et on a revu ça à la baisse simplement par le fait que c'était les populations qui étaient les plus mobiles. Certains continuaient d'aller à l'école et du coup, la transmission était plus élevée. C'était normal d'observer ça. Ensuite, c'est les Sud-Africains qui nous ont fait peur avec le variant 501YV2. Ils nous font très peur, les Sud-Africains, parce que ce virus répond moins bien aux anticorps qui sont naturellement développés chez des personnes infectées. Donc, chez des personnes infectées, on décrit plusieurs classes d'anticorps qu'on dit monoclonaux, c'est MABs. Des anticorps dirigés contre le RBD, donc le Receptor Binding Domain, et contre un autre domaine, la partie N-terminale du spike. Mais dans les deux cas, quel que soit l'anticorps, on a une diminution vraiment des capacités de neutralisation de ces anticorps, enfin de neutralisation du virus par ces anticorps. Ça, c'est très inquiétant parce que ça veut dire que des gens qui auraient été infectés une première fois vont être sensibles à une infection par le deuxième variant qui circulerait. Alors, c'est des données qui sont largement incomplètes. Là, on parle d'anticorps, donc on parle d'immunité humorale. Il faut savoir qu'il y a une bonne partie de l'immunité qui reste cellulaire, et l'immunité cellulaire, elle a la chance d'être beaucoup plus large, beaucoup plus croisée. Et donc, cette perte complète d'immunité humorale sur certains anticorps ne témoigne pas forcément
n'est pas aussi brutal hein, quand on regarde les données dans leur ensemble avec les données d'immunité cellulaire. Et enfin, ceux qui nous ont fait peur et qui continuent de nous faire peur, c'est les Brésiliens avec la survenue d'un variant dit brésilien qu'on a appelé P1 puis N501YV3. Et ce variant brésilien, il fait peur parce que à Manaus, ils ont fait une étude sérologique, donc ça c'était un Science qui est paru en décembre, où ils disent on a laissé circuler le virus, vous savez que les mesures de protection au Brésil ne sont pas aussi bonnes que chez nous. Du coup, 75% de la population était séropositive pour le virus original. Et là-dessus viennent ces données, donc ça c'est un commentaire dans le Lancet paru fin janvier, où on a une explosion du nombre de cas et une explosion du nombre de morts à Manaus. Et quand on fait le lien entre les deux, on se dit, mais comment est-ce possible? À 75% de séroprévalence, de séropositivité, on devrait atteindre le seuil d'immunité collective et on ne devrait pas voir ça. Ça, c'est possible, effectivement, si on a un variant qui est moins susceptible aux anticorps qui ont été développés. Et je vous ai mis là une petite figure pour résumer parce qu'on s'y perd, hein, nous-mêmes les virologues, les différentes mutations communes aux variants. Donc en jaune, vous avez l'anglais, en rouge, vous avez le sud-africain et en violet, le brésilien. Et donc on a cette mutation NY501 qui est commune aux trois, mais c'est peut-être pas cette mutation qui est la plus importante. Celle-là favoriserait la transmission. Celle qui va être très importante, c'est la E484K ici, qui, elle, réduit pour le coup la fixation des anticorps déjà développés contre la souche originale. Donc celle-là, elle n'est pas encore présente dans le variant anglais. En tout cas, à ce jour-ci, c'est extrêmement peu décrit. Il y a eu 4 ou 5 cas décrits de variants anglais qui avaient acquis une E484K, par exemple. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller de très très près. La bonne nouvelle, c'est que, et j'avais dit que je parlais pas trop des vaccins, donc on va globalement s'arrêter là. Les vaccins, certes, marchent moins bien. On a une diminution avec les variants et notamment en présence de cette E484K, mais la diminution n'est pas négativation. La réponse se fait quand même avec les vaccins. Donc là, c'était avec les 2 vaccins ARN, que ce soit celui de Moderna ou celui de Pfizer. Ces données, elles sont répliquées avec le variant sud-africain, où on a certains anticorps qui ont les mêmes capacités de neutralisation selon qu'on soit ou pas sur un variant. Alors, ce qui pose quand même comme question, et je finirai là-dessus, c'est une question ouverte, on voit une augmentation de la pression de sélection sur les virus, donc depuis décembre, que ce soit une sélection positive ou une sélection négative de certaines séquences, de certains variants. Et se pose la question, depuis novembre 2020, il y a eu ce shift, ce changement un peu de paradigme en termes de sélection, de pression de sélection du virus. Et aujourd'hui, on ne sait pas bien à quoi est due cette pression de sélection, ce changement. Alors, ça coïncide avec plusieurs epidemic surge, donc des bouffées épidémiques dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, au Brésil, en Afrique du Sud et ailleurs. Mais ça n'explique pas tout. Est-ce que c'est l'arrivée des vaccins? C'est le début des premiers essais cliniques? Donc voilà, ça pose la question de se dire, mince, le virus va évoluer, le virus évolue et maintenant il est soumis à une pression de sélection, donc il va évoluer vers des choses qui vont nous échapper et il va peut-être falloir ajuster un petit peu notre arsenal, notamment vaccinal, pour pouvoir répondre à ces nouveaux variants. Donc voilà, j'espère vous avoir pas fait trop peur sur la fin. La question des vaccins donc, sera discutée le mois prochain. Et j'attends vos questions avec plaisir, si vous en avez, en espérant avoir été suffisamment clair et concis.